Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 février 2020. Et le tri de cette invraisemblable et infernale bibliothèque va bon train. Je vais, je vais vous parler de deux choses aujourd'hui. Un peu, un peu, parce que je me dois de garder un certain nombre de choses, de passer sous silence un certain nombre de choses concernant cette acquisition-là. Une sorte de déontologie, mais sans doute, dans les prochains mois, je vais en faire une nouvelle. Et parce que le sujet des bibliothèques en lui-même est tellement riche d'histoire, en fait. Hein. Donc, je vais vous parler un peu de cette bibliothèque et je vais vous parler aussi d'une autre bibliothèque. Et puis c'est assez étonnant parce que je sens les livres. Je vais vous expliquer pourquoi je pense. Non, je pense pas. Je sais que j'ai une sorte de don que je vais vous révéler dans quelques minutes. Alors, on s'est porté acquéreur, Fabienne et moi, d'une bibliothèque d'au moins 6000 livres. D'au moins 6000 livres. Entre 6 et 7000. Il y a au moins 25% de ces livres-là qui sont, à proprement parler, invendables. Donc, mais invendables, là, totalement invendables. Donc, on ne peut pas les donner. Je sais, j'entends souvent, un livre, ça ne se jette pas. Mais il y a des livres qui ont atteint, et il n'y a plus personne qui peut en vouloir. Et je n'imagine pas un être humain dénué au point d'être ravi de recevoir des livres complètement désuets, en lambeaux, en morceaux, avec des pages arrachées. Je ne peux pas concevoir qu'un être humain serait heureux de recevoir ça. Si on veut donner des livres à des pauvres, peu importe leur pays, parce qu'il y a des pauvres ici au Québec, il faut leur donner des très très beaux livres. Des livres neufs. Des livres neufs. Ou s'ils ne sont pas neufs, il faut qu'il y ait de l'air neuf. Alors, nous avons décidé que que nous épargnions la Chine, et ces livres-là ont été simplement détruits. 25% de la bibliothèque a été détruite. Ouais. De manière impitoyable. Mais comme je vous dis, il n'y avait rien de respectable, de réchappable là-dedans. Alors, on a déjà trié, je vous dirais, les deux tiers. Il reste, peut-être moins, il reste le quart à trier. Vous voyez, il y a des piles derrière. Là. Ça, c'est des Pléiades, entre autres. Et je vais vous parler un tout petit peu, de son propriétaire, que nous avons appris, que j'ai appris à connaître, et ce que j'ai de son profil. On va commencer par son profil d'acheteur. Quelle sorte d'acheteur c'était? C'était quoi son rapport à sa bibliothèque et dans quel état on a trouvé la bibliothèque? Bon, c'était un acheteur compulsif, faut le dire, qui achetait partout, 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 partout. À l'échange, euh, à la bouquinerie, au Colisée du livre, mais pas beaucoup au Colisée du livre. Ça, je ne sais pas trop pourquoi. Euh, Chez Gallimard, chez Renaud-Bré, chez Champigny. Pourquoi j'affirme que ces livres... Bref, il a acheté des livres neufs. Aucun de ces livres neufs n'a été lu. Et certains d'entre eux, il les a payés à un fort prix. Des Pléiades, des collections complètes parues chez Bouquin, Robert Laffont, achetées à 50, 60 dollars, jamais ouvertes. Des livres jamais ouverts, jamais. Alors, les neufs n'ont jamais été ouverts. Et ceux achetés d'occasion, ben, c'est difficile parce que certains d'entre eux ben, ont été achetés, exemple, chez Renaissance. Donc, comment savoir s'ils ont été lus? Certains d'entre eux étaient en si mauvais état qu'on ne peut pas imaginer. Ben, peut-être qu'eux ont été lus, mais assurément, lui ne les avait pas lus. Alors, aucune trace de son nom dans les livres, aucune annotation, en tout cas qu'on peut supposer
lui, qu'on peut supposer être Étienne. Et ça m'a pas frappé tout de suite. Parce qu'à force de trier et de manipuler ces livres-là, on revoit la scène, on revoit comment la transaction s'est déroulée, plutôt correctement, ça, il faut le dire, mais avec un arrière-plan euh, assez, assez infernal, parce que dès le début, je vais conclure avec son rapport au livre. Alors, il ne les lisait pas. Ça, mon verdict ici est sans appel. Et ils étaient, c'est ça qui m'avait un peu étonné, puis je dirais même troublé, c'est que la bibliothèque était confinée dans 2 petites pièces. Et le curieux de l'affaire, c'est que les murs étaient couverts de livres, et il y avait littéralement dans chaque pièce, j'allais dire une montagne, mais parlons plutôt d'un monticule, un amas de livres, où le très très bon Pléiade côtoyait la Dianétique, par exemple. Vous voyez un exemple, là? Le livre des Mormons. Des choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Mais sur le coup, j'ai pensé que c'était quelqu'un, oui, assurément, il était atteint du complexe de Diogène. Mais il y avait quand même un certain ordre dans sa bibliothèque. Et les monticules me laissaient croire que j'avais affaire à une sorte d'esprit parfaitement déréglé. Mais c'est après que j'ai réfléchi à ça. C'est que les autres pièces de sa maison, délabrées, même si l'homme avait beaucoup, beaucoup de moyens, sa maison était délabrée, il ne s'en occupait pas. Il ne s'occupait pas de sa vie intérieure, de sa vie domestique. Et les autres pièces étaient vides. Alors, j'en ai pas déduit ça sur le coup, c'est que les héritiers, là après on va rentrer dans le volet un peu plus personnel, c'est que les héritiers, c'est clair, ont tout vidé, littéralement tout vidé, les meubles, les papiers perso, euh, et les tableaux. Ils ont tout vidé, sauf les livres et les disques. Parce que la quantité de disques, ça c'est une autre chose, une autre affaire, il y avait des milliers de disques. À 90%, ce que m'a raconté les disquaires, parce qu'il y avait eux aussi toute une équipe pour leur leur prêter main forte. Euh, que du classique, presque. Et un tout petit pourcentage revendable, semble-t-il. Alors, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, alors, les amoncellements, ils provenaient de d'autres pièces de bibliothèques qu'on avait démantelées, et on avait rempli les 2 petites pièces d'un amoncellement de livres. Disparates et sans se préoccuper ni de la valeur, ni de l'intérêt des livres. Et ce que j'ai compris, c'est qu'au fond, tout avait été vidé. La maison était sur le point d'être vendue. Au terme, c'est là où ça devient intéressant, je dirais, au terme probablement d'une saga judiciaire. Parce que là, l'autre étrangeté de l'affaire, c'est que ce monsieur-là, décédé déjà depuis plusieurs mois, aucune notice nécrologique, nulle part. Ça, c'est étonnant. Aucune. C'est comme si on s'était empressé d'effacer toutes les traces. Mais on en a trouvé une. On en a trouvé plus qu'une, on en a trouvé quelques-unes, en fait, qui pouvaient démontrer à quel point cet homme-là, j'allais dire, n'était pas une bonne personne. C'est peut-être vite dit, mais il avait des mœurs qui étaient assurément blâmables sur le plan moral et peut-être même sur le plan légal. Il ne faut pas le procès d'un mort ici, je ne le nommerai pas, alors ne cherchez pas. Je ne livrerai aucun indice sur son identité.
on a trouvé des photos. Voilà, des photos. Et vite, et j'ai compris à la réaction là, des exécuteurs testamentaires. J'ai vu leur embarras, mais j'ai vu aussi qu'ils n'étaient pas étonnés de ça. Alors, ce monsieur n'avait pas d'enfants, et s'il avait des frères, s'il avait des frères et des sœurs, c'est impossible de le savoir. Assurément, il n'était pas en bon terme avec aucun membre de sa famille. Parce que le message qu'on a reçu, c'est que c'était pas une bonne personne. Ça, et puis on avait même honte de le dire, je dirais. Hein? Et puis c'était la parenté lointaine qui s'occupait de ça. C'était pas des proches immédiats. Là. Il n'y en avait pas. Il s'était brouillé avec tout le monde, il était en mauvais terme avec tout le monde. L'une des personnes qui était là pour nous, non pas nous aider parce qu'on a dû se débrouiller tout seul, qui était là pour, j'allais dire, nous surveiller, mais ça ressemble à ça un peu, m'a dit que le génie côtoyait la folie. Bon, alors dans leur esprit, ce monsieur était un génie. Pour ma part, je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout même. Je pense que c'était probablement un homme ligoté, un homme profondément malheureux, à la pulsion libidinale, il a été dominé par sa sexualité toute sa vie. Est-ce que les livres étaient une sorte, cet amoncellement de livres formait une sorte de barrage ou de sauf-conduit ou de barricade ou de façade ou de leitmotiv ou d'alibi, je sais pas trop, mais assurément, ce n'est pas parce qu'on possède des milliers de livres qu'on est un homme de culture. La culture, ça sert entre autres aussi à dominer ce qu'il y a de pire en nous. On lit, entre autres, les grands auteurs, que ce soit Dostoïevski, que ce soit Nietzsche, que ce soit Kant. On les lit pourquoi au juste? Freud. On les lit pour faire la lumière sur ce qu'il y a de pire en nous. On les lit pour mieux se connaître. La lecture, ce n'est pas que du divertissement. Ce n'est pas qu'un passe-temps. Ça peut être une épreuve initiatique. Ça peut être une épreuve de connaissance. Alors, assurément, il est resté sur le seuil. Il ne l'a pas franchi, ça. Sa solitude, les livres peut-être servaient non pas à meubler juste les pièces de son appartement, de sa maison, mais ça va peut-être aussi à meubler sa solitude affective, parce que vu la manière dont il vivait sa sexualité, il ne cherchait pas de lien réel, profond avec personne. C'était des liens mercenaires, des amours mercenaires, des amours tarifiés, des amours coloniales, des amours de domination, des amours où l'argent asservit. Alors moralement, ça a commencé comme ça notre journée. On a tombé là-dessus. Alors, toutes ces informations-là, et puis aussi, ça, là, j'en ai pas encore la preuve, il va falloir que je vérifie chaque livre que j'ai retenu, que nous avons retenu, parce que Fabienne a fait un travail incroyable, que chaque livre, eh bien, j'ai pas trouvé ma signature. Il y avait partout, là. Hein, notez bien. Moi, j'étais longtemps, près de 25 ans, dans le quartier Côte-des-Neiges. Et beaucoup d'amateurs de livres n'osaient pas aller aussi loin. Ici, dans Villeray, je suis mieux placé. Alors, vous voyez, celui-ci a été acheté à l'échange. J'en prends un au hasard. Celui-là, au village des valeurs. Celui-ci, commandé, parce qu'il commandait beaucoup de livres, chez Renaud-Bré. Il y a son nom sur l'étiquette. Alors, il n'a pas eu le droit à aucune notice nécrologique. On s'est empressé de se débarrasser de lui. On s'est empressé de liquider ses biens, tous ses souvenirs. Toute sa vie a disparu littéralement de sa maison, sauf les livres et les disques.
Ils étaient trop nombreux pour faire disparaître le corps. Hein. En fait, son corps est enseveli ici. Là. Alors, il faudrait bien. Ça a été. Parfois, il y a des bibliothèques qui sont des épreuves. Hein. Celle-ci a été. Ouais, vous direz, ouais, mais vous pourriez me dire, vous direz sans doute, vous penserez sans doute que nous allons. Je dis parce que je suis habitué de travailler seul, mais j'étais ravi de travailler avec ma femme. Ma femme qui était un être exceptionnel. Euh, oui, on va faire un bon profit, ouais. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail en plaisantant. On se ramène du travail à la maison. Et c'est un travail, l'air de rien, qui est physique. Il faut soulever des boîtes, faut être en forme. Faut être très physique, finalement. C'est curieux, hein, on ne pourrait pas imaginer ça. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de librairies ont de la difficulté à trouver des employés qui sont à la fois forcément un peu des intellectuels et qui sont à la fois aussi physiques. C'est très difficile à trouver ça. Parce que la plupart du temps, les gens, les gens de la librairie sont très cérébraux. Ils sont pas très incarnés. En tout cas, pour la majorité, ils sont pas très incarnés. C'est des êtres fluides, évanescents, aériens. C'est magnifique, hein, tout ça, parce que on aime les êtres légers. Mais pour ce qui est de déplacer des quantités là, importantes de livres, et ça fait partie de notre tâche là, quotidienne de remplir des boîtes, de soulever des boîtes, de déplacer des boîtes. Bon, je vous disais que je sentais les livres. Oui, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je voulais dire par là? Eh bien, j'ai commencé, moi, à fréquenter les librairies, j'étais petit enfant. Hein. Dès que j'ai su lire, j'ai commencé à fréquenter les librairies. Et très tôt, à 8-9 ans, j'y allais seul dans les librairies. Alors, j'ai une mémoire, j'allais dans les librairies de livres d'occasion, dans les librairies de livres neufs. Je n'y allais pas dans toutes, parce qu'à 8-9 ans, 10 ans, on ne traverse pas la ville au complet, mais j'ai des souvenirs de l'échange quand ils étaient à Verdun. J'ai des souvenirs de l'ancêtre du Palais du Livre, qui était sur McGill. Et ça aussi, le propriétaire du Palais du Livre, c'est une histoire invraisemblable. Mais ça, je vais devoir en faire une nouvelle. Parce que je pourrais risquer un procès sur ce coup-là. Alors là, obligé de même de dissimuler pas mal. Mais c'est une histoire incroyable, inimaginable au fond. On ne peut pas imaginer tout ce qui peut se passer dans le monde du livre. Il y a de quoi même faire des romans policiers. Dans ce cas-là, c'est un euphémisme. Mais avant d'avoir le Palais du Livre, il y avait les soldes aux livres. Alors, les soldes aux livres, je parle de 70 peut-être, 71. Et après, c'est devenu le Palais du Livre. Et après, c'est devenu le Chineur du Livre. Et son propriétaire, Nadeau, est mort, il me semble, au début des années 2000, si ma mémoire est bonne, en sortant d'une librairie qui n'a pas duré longtemps. On lui avait rendu hommage, une soirée hommage lui étant consacrée. Il est sorti de la librairie et il a été foudroyé par une crise cardiaque. Voilà, il y a certains hommages dont on ne se remet pas. Surtout quand ils ne sont pas mérités. Alors, je vous disais, je les sentais, c'est que j'ai passé donc des années au Palais du Livre, au Colisée du Livre, les fréquenter pendant le Colisée du Livre au moins pendant plus de 30 ans, et j'y côtoyais, j'y retrouvais mon ami Gilles Labelle, cet universitaire de pointe, qui aurait pu faire un extraordinaire libraire, et en fait, on était inconsolable de la fermeture du Colisée. Et moi, donc l'ayant fréquenté pendant plus de 30 ans, le Colisée, je pense que ça a ouvert en 83, ça a fermé en 2018, ça a fait 35 ans. Alors, peut-être même 82, alors je l'ai fréquenté le Colisée du Livre à toutes les semaines pendant 36 ans. Alors, et j'avais appris. Je me suis dit, non, je peux pas dire que j'avais appris. Je sais pas comment qualifier ça. Je savais quand un livre était autographié. Alors, je parcourais les rayons, hein, et le dos. Jamais je me suis amusé à vérifier, à prendre un livre au hasard, savoir s'il était photographié. Je recevais l'information. Littéralement, ça, je ne me l'explique pas. Le livre est autographié. Et puis j'ai trouvé de belles autographes comme ça. Jamais je me suis trompé.
Jamais, je dis pas que j'ai laissé, que tous les livres qui me sont passés sous les yeux, qui étaient autographiés, j'ai su les retirer des rayons. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que chaque fois que j'ai pris un livre, que j'ai reçu l'information qu'il était autographié, il l'était. Je me suis jamais trompé. Et je me suis jamais livré à des vérifications aléatoires. C'est un don. Ça, je suis obligé d'admettre que c'est un don. Et là, les 6-7 000 livres, probablement j'en ai laissé échapper un. Et puis là, c'est ici que mon ami Robert Hébert, qui est un philosophe de grande importance et un bibliophile important aussi, qu'en tout cas il connaît les livres. Non, je ne vais pas te raconter de blague. Là. Bon, il y a un petit bidule qui apparaît là, pour me dire racontez-moi une blague. J'ai pas envie de raconter de blague. Alors, j'étais en train de classer. En fait, non. Faire le tri, le classement va venir plus tard. Et là, j'ai reçu l'information. L'information, je vous les montre. Le journal de François Mauriac, le tome 4, le tome 5, le tome 2 et le tome 1. J'ai dû, par mégarde, détruire. Ou enfin, peut-être qu'il n'est pas encore apparu, mais je ne me souviens pas. Mais c'est quoi l'intérêt? Évidemment, le journal de François Mauriac est extraordinaire. Les blocs-notes que j'ai lus en 2005 au complet, pendant que les banlieues étaient presque à feu et à sang, hein, les banlieues parisiennes. Et dans ces blocs-notes, Mauriac raconte la décolonisation. Alors, on avait à la fois le résultat de cette décolonisation-là, plus ou moins réussie, et qu'est-ce qui se jouait à ce moment-là avec De Gaulle qui a fini par comprendre que c'était terminé pour l'Algérie française. Alors, c'est là, je suis très, très ému. Je vais vous montrer ça. Ce sont les exemplaires, je le montre à l'écran. J'ai dû vous en parler d'elle, de Jeanne Lemay. Oui, Jeanne Lemay. Jeanne Lemay, voilà, c'est exactement le contraire de ce monsieur. Mais exactement le contraire. Jeanne Lemay, qui vivait, alors cet exemplaire-là est truffé de découpures de journaux consacrés à François Mauriac. Vous voyez, elle découpait, elle truffait, elle collait, elle transformait littéralement ses livres en œuvres d'art. Sont très très beaux. Vous voyez, je vous montre une photo de Mauriac, une découpure de journaux, Mauriac moraliste. Je vais vous en livrer quelques-unes de ces citations de François Mauriac qui ont été colligées par quelqu'un d'autre, mais à partir du modèle de Jacques Chardonne, qui est un écrivain exceptionnel aussi, un type un peu bizarre, mais un écrivain exceptionnel. Alors elle, tous ses livres étaient lus. Alors j'avais acheté, il y a, en quelle année donc? Je pense que c'était peut-être en 99. J'avais acheté d'une héritière de Jeanne Lemay un bon 200 livres, peut-être 300. Et Jeanne Lemay, c'était sa tante, ou sa grande-tante, si ma mémoire est bonne. Jeanne Lemay vivait dans le plateau. Et de ce qu'on a pu en déduire, Robert et moi, c'était une célibataire et une carmélite des lettres. On l'imaginait dans peut-être son petit appartement. C'est drôle, on n'imaginait pas qu'elle était riche. Parce que quelqu'un qui consacre autant de temps au livre, autant de temps à la lecture, eh bien, il faut avoir une sorte de... plus que de la disponibilité, là. Il ne faut pas être pris dans les affaires du monde. Il ne faut pas être pris dans l'agitation sociale. Alors, on s'était plu à imaginer qu'elle pouvait être une sorte de recluse des lettres. Une recluse des lettres, voilà. Une recluse des lettres, une moniale. Et tous ces livres étaient lus. Alors, je vais donner celui-là, que je vais vous lire quelques petites citations en terminant cette vidéo. Ah, vous voyez encore, Jeanne Lemay.
C'était une bonne lettrée aussi. Les livres qu'elle lisait, c'était des bons livres. Ça aussi, il faut le dire. Elle lisait pas n'importe quoi. Elle était vraiment, vraiment... Et là, on peut voir, elle avait collé une photo où on voit Claudel et Mauriac dans le même salon en train de deviser. Alors, très ému de voir ça. Et pour moi, c'est un peu la... Vous voyez? C'est la... Je dirais que c'est quasiment la clé de l'énigme de cette bibliothèque-là. C'est la réponse. Une sorte de quelqu'un, en tout cas, au comportement moral douteux, assurément, en usant ici d'euphémisme. Et à l'autre bout, une sorte le contraire. Le contraire, quelqu'un d'extrêmement vertueux et qui était façonné par les lettres. Alors, et lui s'était porté acquéreur. Comment les livres... Est-ce qu'il y avait eu d'autres ventes auparavant? Alors, vous imaginez Et puis moi, je les avais achetés près du boulevard Gouin, hein, dans une de ces maisons là, ancestrales. Et ça faisait longtemps que l'héritière avait ces livres-là. Souhaitait s'en départir. Comme ça, collés avec des images truffées, c'est un peu difficile à revendre. Mais je les avais quand même, m'en étais quand même porté acquéreur. J'avais été touché par ça. Et Robert Hébert me disait que lui aussi en avait trouvé ailleurs, dans d'autres librairies. De là, le fait qu'on a pu échanger, lui et moi, là-dessus. Et alors, je vais conclure avec quelques citations de François Mauriac. La domination de la vie ne va pas sans la domination de soi-même, car pour dominer, d'abord il s'agit d'être, mais nous ne sommes pas, nous nous créons. Il y a souvent un vice jugulé à la source de vie admirable. Un écrivain est essentiellement un homme qui ne se résigne pas à la solitude. Que Dieu préfère les imbéciles, ce sont les imbéciles qui l'assurent. Ce qu'il y a de plus horrible au monde, c'est la justice séparée de la charité. Sous la couche épaisse de nos actes, notre âme d'enfant demeure inchangée, l'âme échappe au temps. Il n'existe aucune méthode pour connaître l'amour que nous inspirons. À quoi se mesure-t-il, sinon aux pleurs que nous faisons couler? Rien ne nous rassure que les larmes de l'autre. Ici, je ne suis absolument pas d'accord avec cette phrase-là. Si on a besoin de faire pleurer quelqu'un pour se rassurer sur son amour, c'est que c'est nous peut-être qui n'en sommes pas si convaincus de notre part. Alors, une dernière petite, est-ce qu'on peut voir derrière? Non, c'est... Ah, un autre mot de Mauriac. C'est fou, hein? Je vous montre ça, regardez comment ça se présente. Des petits mots, des petites découpures avec des caricatures qu'elle a trouvées dans divers journaux. On va revenir là-dessus. L'expérience est la seule chose qu'on aurait intérêt à acquérir de seconde main. C'est comme les livres, ça. Hein? Bienvenue à la librairie, d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Si vous voulez vous acquérir une expérience de vie, sans trop de douleur, il me fera plaisir de vous offrir, à la vente naturellement, quelques-uns des milliers de livres de cette bibliothèque que je suis d'une certaine manière en train d'exorciser. Voilà. Je l'exorcise. Je sais pas, quand je vais arrêter la webcam, je vais peut-être faire une sorte de danse ou lancer des imprécations. Mais assurément, je pense que ma vocation de sorcier, de sorcier médiumnique,
va connaître un nouvel essor, un nouveau développement par l'exorcisation d'une bibliothèque. Alors ben tenez, je l'exorcise de sous vos yeux. Je libère les livres, ces livres sortent enfin de l'enfer de l'enfer psychique d'un damné dans lequel ils ont été emprisonnés. Je les rends par ce geste à l'air libre, je leur redonne souffle, vie, et je les invite au grand voyage de l'esprit. J'ai dit. Merci et bonne journée à tous.